Je suis censée vous parler de microbiote. Je suis rattachée au laboratoire Symbiose, dans lequel je travaille plutôt sur myélome multiple et vésicules extracellulaires. Mais aujourd'hui, je vous parle au titre de ma collaboration avec le GIMAP, qui est une unité sur la thématique des immunités des muqueuses et des biothérapies, et avec lesquels on essaye de travailler sur le sujet du microbiote. Donc le microbiote, vous en avez entendu un peu parler à divers endroits et variés sur toutes les thématiques. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est les bactéries, les levures, les archées, les champignons, les virus qui colonisent l'être humain. Au niveau des bactéries, rien que le microbiote intestinal, ça représente 1000 espèces, 39 milliards de bactéries, 1 à 2 kilos. Ça donne un peu le tournis. Ce microbiote, il défend en occupant le terrain. Là, ça coule un peu de source. Parfois, c'est un peu moins connu, qui sert aussi à la synthèse des molécules essentielles que le corps n'est pas capable de faire et rend assimilables à un certain nombre de nutriments. Donc, il a 4 fonctions majeures: métabolique, trophique, la protection contre les pathogènes et immunologique. Et donc, on vit en symbiose avec ce microbiote. Au niveau immunologique, ça se passe donc sur cette muqueuse. Je vous fais grâce de l'histologie de la muqueuse. Ce qui est important à retenir, c'est qu'on a besoin d'une flore commensale qui soit immunogène, mais faiblement immunogène. Et par ce biais, elle nous rend le service du rôle d'anti-inflammatoire. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Vous avez donc un schéma qui reprend un peu tout ça. Les lactobacillus vont augmenter l'efficacité des jonctions serrées de la barrière épithéliale. Un certain nombre de bactéries de segments vont stimuler l'immunité Th17, mais qui va être tempérée par la stimulation des Treg, par les Bacteroides fragilis notamment. On va avoir des métabolites, notamment via les short chain fatty acids. Ça, c'est un nom à retenir parce que ça explique beaucoup de la physiopathologie liée au microbiote. Ils sont dérivés des fermentations microbiales et permettent de fabriquer notamment l'acide acétique, propionique, butyrique et quelques autres. Ils agissent sur le système immunitaire en inhibant l'histone désacétylase, et ils servent à notre muqueuse épithéliale, les entérocytes, les conocytes, d'énergie. C'est leur principale source d'énergie. S'il n'y en a plus, il y a dysfonction de la muqueuse. Toute cette présence de flore commensale va contribuer au développement des structures lymphoïdes. C'est grâce à ça que le bébé va avoir un système immunitaire efficace. Donc, quand il y a un déséquilibre, on n'est plus dans l'inflammation physiologique qui nous sert, mais ça devient pathogène et donc sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Donc, le pathogène, lui, il va vouloir détourner cette homéostasie, et il a de nombreuses stratégies pour cela. Ici, vous voyez représenté comment un E. coli commensal devient pathogène. Donc, ces 4 fonctions majeures, quand intervient la dysbiose, on perd donc cette efficacité sur l'équilibre inflammatoire, et on va même perdre l'efficacité sur la lutte contre les cellules cancéreuses, et ça par la perturbation de l'axe immunologique inné et adaptatif, qui ne va plus permettre la reconnaissance notamment des cancers. On va perdre l'activité métabolique, le tropisme et la protection locale que la flore apporte. Donc, qu'est-ce qui va provoquer ça? Vous en connaissez une partie, vous les employez régulièrement, les antibiotiques, mais pas que, on verra, la chimio, les rayons et la malnutrition qui est quand même assez fréquente chez nos patients. Je vous fais
grâce de la liste des pathologies qui sont en jeu. Et on va passer tout de suite à comment reconnaître un pathogène. Alors c'est assez simple, hein, on fait des prélèvements, les fesses, mais aussi la salive, c'est souvent un peu moins connu. Et on va faire soit de la métagénomique, soit de la génomique. Donc soit on va faire tout séquencer, soit on va se focaliser, cibler l'ARN C16, donc c'est bien de l'ADN, mais c'est le gène de l'ARN C16 des bactéries qu'on va cibler pour avoir nos résultats de microbiote. Donc, finalement, c'est assez simple, mais la question est plutôt de comment exprimer les résultats. Il y a des groupes d'experts du microbiome qui sont réunis pour savoir comment exprimer ces résultats. Et ça donne ce type de graphique, ici les Wingham plots. Donc, de ça, la résultante, c'est que l'alimentation impacte le microbiote. Vous allez me dire, ah, d'accord, ok, un peu difficile à digérer. Ici, une version un peu plus simple où on va avoir seulement un graphique qui représente l'abondance des microbes moteurs. Et donc, notre cerveau, ça va être un peu plus simple pour lui de réfléchir avec 4 groupes. Et vous serez là d'accord pour me dire qu'effectivement, la personne en bonne santé n'a pas le même microbiote de quelqu'un qui est malnutri. On en revient quand même au Wingham plot parce que, en fait, c'est intéressant quand même d'aller se plonger dans l'expression de ces graphiques et leur sens, parce qu'ils vont nous apporter plein de données différentes. L'abondance différentielle entre des personnes saines, des personnes malades, la quantification des changements, les associations intermicrobiennes. Hein, on sait qu'on a des associations entre les cellules qui se parlent, c'est pareil dans le système immunitaire et c'est pareil pour les microbes. Un recablage qui peut se faire entre différents microbes et des effets combinés de microbes qu'on dit cohabitants. Donc, quand on fait de la recherche sur le microbiote, on a intérêt à avoir bien bossé en amont sa question de recherche, parce que vous voyez tous les outils qui sont représentés ici en fonction de qu'est-ce qu'on veut voir, l'abondance, la hiérarchie, la phylogénie, la diversité alpha, bêta, etc. Qu'est-ce qu'on fait finalement une fois qu'on a compris un petit peu de quoi on parlait concernant les hémopathies malignes et les interactions? En fait, c'est un monde extrêmement large avec des biomarqueurs et l'explication mécanistique d'un certain nombre d'événements qu'on gère au quotidien, notamment la réponse au traitement, les toxicités, les complications et un peu plus de façon facile à réfléchir, les infections. On va essayer de regarder ça d'un peu plus près. À nouveau, ce graphique, qu'est-ce qui se passe quand on a une infection? On a une translocation de germes, ok, mais on a aussi l'inflammation. Et dans l'allogreffe, ça ne nous plaît pas. Hein, les pathogènes vont produire des PAMS, des molétifs moléculaires associés aux pathogènes qui vont activer les cellules présentatrices et nous activer les T du donneur, les CD4, les CD8 cytotoxiques et faire le lit de la GVH. Ici, vous voyez cette diapo qui a été présentée à l'EHA cette année. On voit donc en résumé tout ce qu'on a dans la littérature à ce sujet. Donc sur les outcomes, on va avoir des études sur la survie, sur le risque d'infection, de GVH, de toxicité d'organes, de rechute, sur la reconstitution immunitaire. Ça balaye vraiment tous les domaines. Vous voyez en bleu, c'est plutôt les bactéries qui nous sont favorables, qu'on a envie de trouver dans le microbiote de nos patients, et en rouge, c'est plutôt l'inverse. Donc, par exemple, vous voyez que entérocoque réduit l'espérance de vie de nos patients, la faible diversité également, la présence d'Enterobacteria acai
également. Au contraire, on va, en présence de Clostridia, avoir moins de GVH, gastro-intestinal. Idem pour Blosia, pour Eubacterium limosum, etc. On a tout un panel de données extrêmement intéressantes à ce sujet. Je vous laisserai regarder un petit peu tout ça dans la littérature. On va revenir juste sur quelques éléments très convaincants. Ici, cette étude où on voit des différences significatives entre la survie globale des patients qui ont peu d'entérocoques versus une charge élevée d'entérocoques, et l'inverse pour Blosia, qui lui est plutôt protecteur. Il y a aussi des travaux par rapport aux antibiotiques. Donc, nos patients, on les couvre largement d'antibiotiques. Donc, cette étude montrait la relation entre les patients qui recevaient notamment Tazo ou Imipenem versus d'autres types de traitements comme Astréosam ou Cefepime. Et on voit que dans cette étude, il n'y avait pas d'impact sur la survie globale, mais par contre, il y avait un impact sur la mortalité liée à la GVH. Ils ont fait des modèles souris. Ce qu'ils ont montré, c'était que Akkermansia muciniphila et Bacteroides thetatomicron étaient liés à ces problèmes. Et en fait, c'est des bactéries qui sont connues pour dégrader le mucus. Donc, on dégrade le mucus qui protège la cellule épithéliale du tube digestif, et en plus, on lui coupe ses sources d'énergie avec ces short fatty acids dont elle manque au moment de ces événements. Ici, une étude où ils ont quand même étudié 40 000 repas des patients. Ils montrent que l'apport de fibres était associé avec Blosia et la diminution de ces fibres avec la présence d'Enterococcus. Tout à l'heure, je vous ai dit que, bien sûr, les antibiotiques affectaient la flore intestinale. Et maintenant, vous voyez qu'il n'y a pas que les antibiotiques qui affectent. On voit sur cette étude, ils ont repris pour Blosia et Enterococcus quels étaient les faits de nos différents traitements qu'on utilisait en pratique courante. Par exemple, qui aurait cru que le Mesna allait augmenter la présence d'Enterococcus? Absolument personne. Voilà. Alors, ils nous permettent aussi de comprendre mieux certains mécanismes. Et ici, vous voyez, c'est quelque chose qui a été présenté sur la diminution de la présence d'Enterococcus liée à la présence, à l'utilisation du Délursan pour nos patients, qui est un traitement qu'on utilise depuis longtemps pour prévenir la GVH. Et donc, finalement, on a ici une explication probable sur cet effet qui est lié à son activité sur le microbiote. Ça, c'est quelque chose qui était en cours de publication. On attend avec impatience d'avoir un peu plus d'infos sur cette étude. Je passe au Carticel. C'est pareil, ça a fait l'actu à l'EHA. Ici, vous voyez que présence d'antibiotiques ou pas antibiotiques, les courbes de progression et de survie globale se séparent de façon significative. Alors, vous allez me dire, c'est parce que ceux qui ont des antibiotiques, c'est les plus graves. A priori, pas que. Et puis même, ils ont été capables de séparer les différents types d'antibiotiques qu'on a utilisés. Donc là, Vanco et Meropenem sont mis comme les plus défavorables sur la progression de la maladie. J'avance un petit peu, ça je passe. Ici, sur les toxicités, prédire la toxicité pour les gens qui avaient la présence d'Enterococcus dans leur selle. Vous voyez, c'est associé ici, cette présence aux grades les plus élevés de CRS. Et donc, forcément, on vous a expliqué, CRS va avec ICANS, et donc associé aussi avec les ICANS. Je vous passe ça. Les short chain fatty acides, donc on en a parlé, et c'est probablement
des explications de l'impact du microbiome, hein. Ça nourrit nos cellules de la barrière épithéliale et en présence de ces traitements, on voit la variation. Donc, en bleu, c'est pas d'antibiotiques. En jaune, c'est la céphépime, donc qui semble être le moins pire dans le cas ici sur la sélection de l'entérocoque. Et puis PIM, c'est pipetazo, imipenem et méropenem. Et on voit que on diminue la présence de ces acides en présence de ces antibiotiques-là. Ici, il y avait 2 cohortes. Je vous laisserai regarder le papier qui est très intéressant. Je continue d'avancer. C'est bon, vous êtes toujours dans la salle? Personne n'est venu vous chercher? Alors ici, biomarqueurs et myélome, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de revues, de la littérature qui sont extrêmement bien faites et intéressantes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais fait important, quand même, on sait que la dysbiose au diagnostic est plus importante que la dysbiose d'une MGUS. Donc il y a vraiment probablement un lien vers l'évolution vers le myélome. Encore une implication des short chain fatty acides qui notamment interfèrent via l'inhibition la désacétylase et NF-kappa B. On a bien sûr des données sur l'impact de nos traitements sur le microbiote, que ce soit la chimio, les antibiotiques, et même notre anticoagulation impacte le microbiote de nos patients. On a des données sur la FA et sur la sélection de certains microbiotes sous anticoagulants, notamment oraux, qui sont associés au saignement et qui expliqueraient peut-être les surrisques de saignement. Des données aussi sur l'alimentation, hein. Maintenant, on peut donner à nos patients des conseils d'alimentation ciblée pour favoriser le fait de rester, par exemple, sur un stade de MGUS. C'est des choses pour lesquelles il y a notamment des recos de la Société canadienne de diététique. Et là, on a des données sur la réduction de la diversité du microbiote au diagnostic, sur la persistance à distance et l'association à l'altération du système immunitaire, sur le risque, bien entendu, des complications infectieuses. On sait depuis longtemps que certains lymphomes sont associés à certaines bactéries. Je vous passe tout ça pour finir sur les traitements. Donc, probiotique, c'est donc le microbiote, hein, l'apport de micro-organismes vivants. Est-ce que vous savez ce que veut dire prébiotique, postbiotique et nutracétique? Ça, c'est souvent un petit peu moins connu. Donc, les prébiotiques, c'est des molécules alimentaires pour les bactéries, hein. On donne de l'alimentation pour favoriser les bonnes bactéries. Les postbiotiques, ça va être fournir les métabolites des micro-organismes, donc en chantant la partie pré- et probiotique, et nutracétique, alicament, c'est des mots valises pour un mélange de substances de l'aliment et d'un effet positif sur la santé. On va parler un petit peu transplantation fécale. Donc c'est quelque chose qui, je crois, a été évoqué hier dans la greffe, mais la première transplantation fécale dans le cadre du soin, ça a été pour l'infection à Clostridium difficile, et là, l'étude a été tellement efficace que l'analyse intermédiaire a arrêté l'étude. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, tellement que ce traitement marchait bien sur nos patients, en tout cas mieux que la vancomycine. Donc, dans l'allogreffe, la transplantation fécale, c'est un gros sujet d'actualité, avec plusieurs études qui fleurissent, avec des objectifs différents, soit de traiter la GVH, soit de la prévenir, soit d'évaluer l'éradication des BMR, la diminution des infections. On a vu pas mal de choses fleurir, et on a en ce moment une étude qui inclut TMF-Allo, qui est portée notamment par Clermont, et qui veut montrer la prévention des complications en cas de
greffe. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, hein, prévenir la GVH avant qu'elle arrive. Il y a une quarantaine de patients qui sont actuellement inclus. D'autres pistes, je reviens sur cette diapo que je vous ai montrée précédemment. Et en fait, ce qu'a montré cette équipe, l'équipe de IAS, c'est que sur des modèles souris, etc., ils ont fait des biopsies et ils se sont rendus compte que c'était donc Akkermansia qui était principalement en cause. Ils ont cherché qu'est-ce qui finalement plaisait tant à ces bactéries et pourquoi ça avait cet effet. Et encore les SCFA qui étaient impliqués. Et donc, voilà, elles mangent le mucus qui protège la barrière. Mais elles ont des aliments qu'elles préfèrent, notamment la xylose. Et ils ont montré sur leur modèle souris que en milieu faible xylose, eh ben, on avait une dégradation et une aggravation de la GVH. Mais par contre, quand on leur apportait de la xylose, donc finalement, on leur donnait autre chose à manger et on améliorait la GVH. On a un florilège d'études donc probiotiques qui sortent. Celle-là avait été présentée à l'EHA. Il y en a plein sur Clinical Trial. Je finis avec celle-là, donc Akkermansia, cette fois en probiotique. Dans les carticelles. Alors, je viens de vous dire, Akkermansia, c'est pas bien. Elle se nourrit du mucus qui protège nos cellules épithéliales. Pourquoi est-ce qu'on les donne aux carticelles? Bah, finalement, l'effet qu'elles vont avoir aussi, bah, c'est un effet inverse, hein. Dans la GVH, on veut diminuer l'activité de nos cellules immunitaires, alors que finalement, pour les CAR-T, on a besoin que ce soit nos soldats qui aillent se battre, et donc il faut les stimuler, et Akkermansia semble être d'intérêt, en tout cas sur ce modèle animal. Et il y a une étude en cours portée par Gustave Roussy qui avait été présentée à la SFH à ce sujet. Donc on a déjà évoqué ces immunothérapies via ces traitements-là, mais je vous conseille de la lecture qui est assez simple de cet article qui est en français et qui explique différentes interventions qui pourraient avoir lieu en termes de post-biotiques, etc., pour contourner la résistance à l'immunothérapie des cancers. Je pense que ça va être à venir. Voilà, donc j'ai un peu pris le TGV pour cette présentation, j'en suis désolée, mais si vous voulez que je vous fournisse les diapos, il n'y a pas de souci. J'espère que je vous ai convaincu que la perte de la diversité microbienne était associée à une moins bonne survie dans finalement presque toutes les hémopathies, ça a été montré. Plus de GVH que les bactéries commensales, bah, c'était une protection qu'il fallait donc s'en préoccuper. La dominance d'Enterococcus, elle augmente la mortalité de nos patients. Attention aux utilisations de nos antibiotiques, notamment à large spectre, mais peut-être qu'on va pouvoir contrecarrer tout ça en associant nos antibiotiques à des probiotiques. Si vous avez fait de l'hémato pour ne pas prescrire d'homéopathie et de phytothérapie, bah, ça a un peu raté là sur le coup. Je crois qu'on va falloir qu'on s'y mette. Ce microbiote, il est important pour la réponse immunitaire, le métabolisme, le trophisme, et donc on va probablement, dans les années qui viennent, s'en servir. On s'en sert déjà, notamment sur les GVH résistantes ou en accès compassionnel, on va faire ces greffes fécales, et ça va être d'intérêt pour d'autres domaines, c'est probable. Donc, je vous remercie pour votre attention.